d'abord, je voulais moi aussi remercier les organisateurs de ces colloques. Donc, d'abord Alessandro Giacone, mais ensuite aussi les groupes d'études géopolitiques. Donc, pour avoir organisé ces colloques, qui nous permet de revenir sur un moment et un acteur particulièrement important pour l'Europe et la construction de l'Europe. Donc, sans trop tarder, je donne tout de suite la parole aux intervenants de cette session qui porte, vous l'avez vu, sur les sources et les archives. Donc, première intervenante, Madame Descamps, qui est maître des conférences HDR à l'École pratique des hautes études, où elle anime un séminaire sur l'histoire orale et les archives orales, et a été aussi première secrétaire scientifique du comité d'histoire économique et financière de la France. Et d'ailleurs, à ces propos, elle nous parlera du témoignage de Pierre Houry au sein des archives orales du comité. Voilà, madame, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir invité dans ce colloque. Donc, assez modestement, je suis chargée de vous présenter le témoignage de Pierre Houry qu'il a accordé au Comité pour l'histoire économique et financière en 1989. J'essaierai d'éclairer les conditions de sa production, sa place dans les collections du comité. J'essaierai de caractériser et d'en évaluer les apports, à la fois pour la connaissance de l'homme Pierre Houry, de sa pensée, mais aussi pour la connaissance des mondes dans lesquels il a évolué et pour sa contribution à l'histoire de la 4e et de la 5e République. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le comité d'histoire du ministère des Finances a été créé 2 fois, si je puis dire, une première fois en 86 sur Pierre Bérégovoy, une deuxième fois en 87 par Édouard Balladur. Donc ce double patronage, qui pourrait apparaître assez paradoxal, dans un contexte d'alternance politique forte et dans un espace-temps très court, nous permet de saisir peut-être quelque chose de ces années 80 avec cette succession de Pierre Bérégovoy, le socialiste modernisateur de la finance, auquel succède Édouard Balladur, le pompidolien libéral, artisan des privatisations. Au sein de ce programme du comité figure en bonne place la constitution d'archives orales. Celle-ci compte aujourd'hui autour de 5000 heures d'enregistrement et elle couvre une période des années 30 aux années 80. Dans cette création, il y a un précédent, les archives orales de la sécurité sociale, créées entre 75 et 80, et qui promeut un modèle sociologique conçu par Dominique Schnapper, sociologue à l'EHESS, autour de la construction historique du système sécurité sociale. C'est donc une vaste enquête thématique, une vaste enquête orale, thématique, pensée d'emblée comme devant être archivisée, dédiée à l'historien du futur. C'est l'invention du concept d'archives orales contre le concept alternatif d'histoire orale. Donc 20 ans plus tard, en 87-88, la constitution d'archives orales pour le ministère des Finances est inscrite au programme et cette constitution subit, bien sûr, ou connaît l'inspiration de Dominique Schnapper. Mais d'autres influences viennent enrichir la préparation de ce programme dont j'ai la charge à l'époque. D'abord, le choix de l'ancrage dans la discipline historique. Deuxièmement, la proximité avec l'histoire du temps présent qui est en plein essor en cette fin des années 80. Les premières collectes de témoignages oraux au Quai d'Orsay et aux archives nationales. Les travaux de Nathalie Karim-Alberg sur l'inspection des finances dans l'entre-deux-guerres. Les travaux de Richard Cuisel sur l'histoire économique de l'État dans l'entre-deux-guerres et sous Vichy. Le précédent de François Fourquet, Les Comptes de la puissance en 1980, ouvrage d'entretien. Et quelques années auparavant, l'ouvrage de François Bloch-Lenné, Profession fonctionnaire, qui est un livre entretien, paru en 1976. Les caractéristiques du programme du comité, en 88, c'est premièrement prolonger les travaux sur les inspecteurs des finances dans la suite de la chronologie. Pas de délai trentenaire de réserve, mais un système contractuel d'autorisation au cas par cas. Pas d'entretien thématique, mais un récit de carrière. 4 axes d'études, l'histoire économique, l'histoire financière, l'histoire de l'appareil administratif de l'État, la prosopographie des hauts fonctionnaires des finances. En conséquence, le corpus de témoins fait la part belle aux inspecteurs des finances, puis à la Cour des comptes, aux administrateurs civils arrivés à des postes directoriaux, quelques hommes politiques très rares, et les personnalités extérieures au ministère ne sont pas véritablement envisagées. Alors, pourquoi Pierre Houry dans ce programme ?
puisqu'il n'appartient à aucune des catégories prédéfinies pour ce programme. De fait, Pierre Ury représente une figure tout à fait atypique dans les collections du comité. C'est ce que je pourrais appeler un anticonformiste des années 50, à côté de tous ces hauts fonctionnaires finance. Il est normalien, il est philosophe, il est économiste. C'est un membre de l'équipe du Plan, un proche de Jean Monnet, un expert européen et international, un homme politiquement engagé, un homme hors hiérarchie, on pourrait dire hors machine, donc il est vraiment atypique. En revanche, il est dans la cible exacte du programme historique. Né en 1911, il a participé à la reconstruction, au début de la planification, en tant que témoin, à l'aventure de la construction européenne, plutôt en tant qu'acteur. Il a contribué donc à l'histoire de la 4e République, période qui est en train de devenir un front actif de la recherche à l'époque. Il est aussi le contemporain d'autres grands fonctionnaires des finances qui sont interviewés à la même époque, en 89-90. Claude Gruson, pour l'aventure du CEF et de la comptabilité nationale, François Bloch-Léné et Jean Guyot pour la direction du Trésor, Robert Blot, Maurice Lauré et Paul Delouvrier pour la direction générale des impôts. Et c'est bien avec ces témoignages-là que le témoignage oral de Pierre Ury doit être croisé. Comment a-t-il été invité à participer? En fait, ça aurait pu être par Claude Gruson. En réalité, c'est Robert Blot, inspecteur des finances et ancien directeur général des impôts, que j'interviewe à la même époque, qui m'enjoint de solliciter Pierre Ury, à mon avis non sans arrière-pensée, notamment sur sa contribution à la création de la TVA, et on y revient, alors que Pierre Ury y travaille en 1946 pour la CGT. Donc, fin 89, Pierre Ury démarre son entretien avec Anne Rasmussen, ancienne élève de la rue d'Ulm, agrégée d'histoire, mais pas du tout spécialiste d'économie, ni spécialement économiste, donc une généraliste. Dans sa fiche d'analyse, Anne Rasmussen indique que cet entretien prend place de façon explicite dans un projet d'écriture de mémoire apparaît chez Odile Jacob, ce sera fait en 91, et que Pierre Ury souhaite appuyer sa rédaction, la rédaction de ses souvenirs, sur ses entretiens du du comité. Elle précise, je cite, que d'un point de vue formel, Pierre Ury ne se prête peu au jeu des questions et réponses, habitué qu'il est, dit-elle, à disserter avec éloquence, sans interlocuteur, selon son expérience de professeur et de conférencier. De fait, l'entretien prend la forme de longs développements discursifs, se rapproche en effet de la dictée dont Pierre Ury est familier et qu'il a utilisé pendant toute sa carrière dans tous ses rôles. Donc, par le truchement des archives orales du comité, Pierre Ury, homme de l'oralité et de la rhétorique, qualifié d'homme du verbe selon Pierre Mernès France, on dirait aujourd'hui que c'était un exceptionnel communicant, je pense, professeur et conférencier, se livre par le biais des archives orales du ministère des Finances à une mise par écrit de ses souvenirs en vue d'une publication qui fera le pendant d'un recueil d'articles inédits qu'il vient juste de faire paraître aux presses universitaires de Grenoble en 89, fragments de politique économique. Je me suis intéressée, avant de m'intéresser au contenu, à la question du régime de mémorialité dans lequel cet entretien prend place. En effet, on observe dans les années 80 et sur une durée resserrée une forte sollicitation de Pierre Ury qui intervient oralement dans les médias et dans divers espaces historiens. On peut regrouper ces prises de parole dans deux ensembles distincts, dotés de finalités tout à fait différentes, autour de 81 et en 88-89. Le premier ensemble, c'est un espace radiophonique dans le contexte politique de l'élection présidentielle de 81, où Pierre Ury endosse les habits qui lui sont chers, d'expert et de conseiller, auprès d'abord du candidat socialiste, puis du président de la République, François Mitterrand. Au même moment, il écrit un ouvrage programmatique, il publie un ouvrage programmatique, « Changer l'impôt pour changer la France », 1981, qui évidemment fait écho au slogan « Changer la vie ». En revanche, à partir de 85, il bascule dans un second espace, cette fois-ci explicitement autobiographique, mémoriel et historique, qui dure de 85 à 90, et où sa prise de parole testimoniale se fait à jet continu. Il l'avait amorcé en 80 avec les Contes de la puissance. Il continue avec un témoignage à l'Institut Renouvin à Paris 1 en 86 avec Gérard Bossuin, dans le cadre du 30e anniversaire du traité de Rome au Capitole. Il donne tout un cycle
2 cycles de conférences à l'Institut de Florence avec François Duchesne en 86-88, puis avec le professeur Griffith, historien américain, dans un séminaire qui dure 4 jours à l'Institut de Florence sur l'histoire de la construction européenne. 89-90, c'est son témoignage au comité d'histoire du ministère des Finances. Au-delà du basculement mémoriel que j'ai mentionné à la partir de 85, la date politique, vous l'aurez comprise, est déterminante, on peut noter 2 choses. C'est qu'il se produit entre 85 et 89 un glissement de sa prise de parole de l'évocation de Jean Monnet à l'évocation de son propre rôle, premièrement. Puis, par ailleurs, on distingue dans le témoignage de Pierre Uri au comité 2 plans superposés qui viennent, me semble-t-il, colorer son témoignage rétrospectif à la fois émotionnellement et historiquement. Premièrement, quand il évoque les années 80, à l'échelle nationale française, c'est évidemment l'espoir, à la faveur de l'élection de François Mitterrand, président socialiste, de revenir dans le Conseil des gouvernants, voire de se voir confier des responsabilités politiques ou ministérielles, comme Éric Roussel l'a rappelé. Espoir aussi d'une revitalisation du plan. Ces différents horizons d'attente, ces espérances socialistes, nous le savons, ont été profondément déçus. C'est ce qui a permis le basculement de Pierre Uri dans le témoignage historique. Il entre alors en dialogue avec des historiens et il le fait dans un tout premier temps autour du plan qui connaît une abondance de travaux entre 84 et 86. On peut citer ceux de Michel Margueras, de Philippe Mioche ou d'Henri Rousseau. À cet égard, Pierre Uri est bien partie prenante des évolutions de son temps, de l'émergence de l'histoire du temps présent, du dialogue témoin-historien, à qui il ne craint pas, dans son témoignage, de faire plusieurs fois la leçon. Ce moment de déception à l'échelle intérieure française se combine avec un deuxième plan, c'est-à-dire l'entrée dans un cycle commémoratif et historique à l'échelle européenne. Donc je la rappelle très brièvement, cette chronologie commémorative. Il y a l'entrée en action de l'Institut européen de Florence, de la Fondation Jean Monnet, toutes deux institutions créées à la fin des années 70. 87, c'est le 30e anniversaire du traité de Rome. 88, publication des mémoires d'Étienne Hirsch. 88, panthéonisation de Jean Monnet. 89, publication des témoignages à la mémoire de Jean Monnet. Le tout dans une actualité politique européenne qui commence à monter liée à la préparation du marché unique. Le résultat, c'est que comme pour l'histoire du plan, stimulée par l'avènement du gouvernement socialiste, l'insertion de Pierre Uri dans les travaux historiens de la construction européenne se fait d'abord par la personne de Jean Monnet, puis du plan Marshall, notamment avec Gérard Bossuin, et petit à petit jusqu'à se centrer sur sa propre contribution. Sa volonté de témoigner, de transmettre, n'exclut pas la volonté de commenter, voire de rectifier, soit les témoins eux-mêmes, par exemple le portrait de von der Graben, soit certains historiens comme Annie Lacroix. Donc, lorsque Pierre Uri témoigne au comité en 1989, nous sommes 32 ans après le traité de Rome, c'est donc à l'aune d'une part de sa déception de n'avoir pas été utilisé par les gouvernements socialistes comme il l'aurait voulu, et ainsi qu'à l'aune des espoirs qu'il a mis dans la construction européenne dans la première partie de sa vie, et des déceptions qu'il a pu connaître aussi pour lui-même ou pour le projet européen tel qu'il a évolué. Et c'est à l'aune de cette double déception qu'il faut entendre et lire son témoignage, notamment lorsqu'il se met particulièrement en avant. Enfin, par ses mémoires orales puis écrites, Pierre Uri, selon moi, engage une dernière bataille, c'est celle de son propre passage à la postérité. Avec pour ambition, lui, l'expert et le conseiller, qui n'a jamais obtenu de rôle politique et ministériel, communautaire et même administratif de premier rang, de se voir reconnaître par les historiens non seulement un rôle aux côtés de Jean Monnet, dans l'élaboration et la négociation des traités, sous la 4ème République, mais aussi ambition d'être compté parmi les pères fondateurs de l'Europe, comme le sous-titre de son livre l'atteste. À cet égard, on peut penser qu'il est en passe de réaliser son dessein en voyant cette salle et ce colloque aujourd'hui. Troisième temps, c'est le témoignage de Pierre Uri, forme et apport historique. Alors d'abord la forme de ce témoignage. Il est vraiment... il a un caractère d'exception dans la collection du comité. 6 séances très resserrées entre le 18 novembre 89 et le 4 janvier 90.
6 séances qui représentent une vingtaine d'heures d'enregistrement, avec 3 cassettes par entretien, qui durent entre 3 et 4 heures. Déjà, ce n'est pas un format normal. Chaque séquence chronologique commence par un exposé initial qui peut s'étendre de 20 à 45 minutes. Cet exposé, chaque fait l'objet de relance de la part d'Anne Rasmussen, et chaque relance donne lieu à un mini-cours. Ces entretiens ont été d'abord fichés par des fiches thématiques, puis ont fait l'objet, grâce à Noël Uri, de transcriptions qui représentent plus de 600 pages de transcription. C'est un récit autobiographique, plus précisément un récit de carrière, car les notations sur son épouse et ses enfants existent, mais elles sont quand même rares. Donc ce n'est pas un récit de vie, c'est un récit de carrière. Il englobe la période chronologique, évidemment, qui précède le plan, et la période qui suit les traités européens, couvre sa carrière d'expert national, européen et international dans les années 60, 70 et 80. En cela, cet entretien est totalement différent des entretiens de presse, bien sûr, et de ceux de l'Institut de Florence, directement focalisés sur la construction européenne. On pourrait qualifier l'exercice d'un récit dirigé, même si en apparence, Anne Rasmussen ne suit pas de questionnaire directif. En réalité, il existe sous une forme matricielle dans les dossiers du comité. Anne Rasmussen intervient à l'issue de chaque exposé de Pierre Ury par un retour au fil chronologique, par des relances thématiques ou événementielles, et aussi par l'exercice de la reprise au début de chaque entretien. En fait, elle tient très bien le fil chronologique historique. Autre spécificité du témoignage de Pierre Ury, c'est l'usage omniprésent du « je », mais aussi, et c'est très caractéristique, de la présence du « nous » dès lors qu'il y a un travail d'équipe. Il a une grande précision dans l'utilisation des pronoms, très rarement le « on », si souvent usité par les administrateurs des finances. Omniprésence d'expressions telles que « j'ai fait »,« j'ai écrit »,« j'ai dit »,« j'ai préparé »,« j'ai proposé »,« j'ai expliqué »,« j'ai pensé ». Autre caractéristique très spécifique, il a une véritable recherche stylistique dans la rigueur des termes et dans, je le mets entre guillemets, il n'y a pas de photo, dans le choc des formulations. Son entretien est lui-même ponctué de nombreuses remarques sur le style, sur l'art de la chute, sur la formule rhétorique efficace et sur l'art de la reformulation. Cette importance accordée au style, à la langue et à la précision de l'exposé constitue une marque distinctive de Pierre Ury, qui s'est toujours appuyé sur l'oralité dans son action de conseiller ou de négociateur. En fait, l'exercice d'archives orales du comité lui convenait à merveille. Pierre Ury s'est désigné lui-même comme un économiste d'action. Il a donné pour titre à ses mémoires « Penser pour l'action ». Moi, j'aurais tendance à ajouter « Parler pour l'action ». Pierre Ury est un exceptionnel orateur et pédagogue au service de la décision. Alors, au-delà de la forme, quels apports historiques de ce témoignage ? D'abord, il faut souligner la mémoire prodigieuse du détail chez Pierre Ury, à presque 80 ans. Très grande aisance verbale, une capacité d'anticipation des questions, en fait une compréhension innée de l'exercice autobiographique qu'on lui propose, y compris les va-et-vient inattendus, mais aussi attendus et souhaités, avec l'actualité, qu'il s'agisse de son anti-giscardisme, essentiellement fiscal, de l'enseignement, de la politique socialiste des années 80, etc. Quels apports historiques peut-on proposer pour cet entretien ? D'abord, je commencerai par ce qui est le moins connu, à savoir ce qui ne concerne ni le plan, ni la construction européenne. Donc les apports sont avant tout biographiques et n'apparaissent pas du tout dans les entretiens de Florence. J'en verrai 4. Premièrement, les entretiens sont extrêmement riches sur les questions de vie privée et familiale, sur sa vie sous l'occupation. Alors on remarquera qu'il n'y a pas de questionnement sur Vichy et les Juifs. En fait, les travaux, notamment de Marc-Olivier Baruch, sont plus tardifs. Riche aussi sur son séjour à Princeton, sur sa formation à la fois de philosophe et d'économiste, sur ses facilités linguistiques et pédagogiques, sur ses expériences de professeur et d'enseignant. Deuxième apport, sont les informations sur ses idées économiques, les siennes et celles de son temps, sur Pérou et son Institut de la Libération, sur ses idées en matière de fiscalité dans le cadre de la CGT, notamment dans la lutte contre les inégalités. Plus largement, sur la réforme de la société, et particulièrement celle de l'école, qui lui a toujours tenu à cœur. Fondamentalement, je crois qu'on peut décrire Pierre Ury comme un réformiste, en même temps qu'un socialiste, ou comme un socialiste réformiste. Troisième apport, et ça n'apparaît pas du tout dans les entretiens de Florence, c'est les éléments très nombreux sur l'histoire des administrations économiques, financières et diplomatiques, sur la politique fiscale,
et plus largement sur l'histoire des élites politiques et économiques de la 4ème République, administration, ministres, patronat, syndicats et experts. À cet égard, Pierre Ury apparaît vraiment comme un homme de la 4ème République. On constate dans la description qu'il fait des relations entre ces divers milieux dirigeants un moindre cloisonnement, une porosité, une mobilité, une plasticité dans les relations qu'on ne retrouve plus, me semble-t-il, de la même manière dans les années 60 et 70. Le focus finance, évidemment, est très important, et évidemment, il n'était pas développé dans les entretiens de l'Institut de Florence. 4e apport biographique, c'est les éléments sur sa carrière dans les années 60 et 70 en tant qu'éditorialiste, chroniqueur, économiste, expert et conseiller dans différentes instances. Et à cet égard, je ne vois pas, mais bon, je peux me tromper et être totalement ignorante. En tout cas, du côté français, je ne vois pas d'hommes, d'experts ayant la même, j'allais dire, dimension internationale. La marque la plus frappante pour moi, et je me conclurai sur ce point-là, dont je n'avais pas conscience avant la plongée dans le témoignage de Pierre Ury, c'est sa capacité hors du commun, me semble-t-il, à nouer ensemble économie, fiscalité, réforme sociale, avec une agilité d'esprit, en tout cas moi qui me confonds, mais bon, il faut dire que c'est pas très difficile, et aussi cette capacité, elle a son pendant dans sa capacité à nouer économie, construction européenne et relations internationales. Donc il y a dans le réformisme de Pierre Ury une face intérieure, la société française, et une face extérieure, l'Europe, qu'on ne devrait pas séparer. Alors quels apports de son témoignage pour le plan et sur la naissance des institutions européennes? Alors comme c'est très connu, je ne vais pas du tout développer, d'autant plus qu'on a toute la journée pour le développer, mais quand même, je voudrais en citer plusieurs au risque d'enfiler des banalités. Alors, d'abord, le poids des personnalités dans la décision et dans l'action, avec deux archétypes qu'il décrit très bien en termes de décision, Jean Monnet et Robert Schuman, ce qui n'étonnera personne. Deuxièmement, la temporalité des décisions, le rythme de la décision, des décisions et de la décision. Troisièmement, les réseaux d'expertise auxquels Pierre Ury appartient, au niveau national comme au niveau international. Quatrièmement, la circulation des idées et les interactions qu'on peut suivre entre patronat, syndicats, presse, personnel politique, administration et parti. Cinquièmement, l'innovation conceptuelle et l'imagination dans les méthodes, donc la fameuse méthode Monnet, mais elle est aussi celle de Pierre Ury, dès qu'il y a un problème, de réunir les gens autour. Bon, vous connaissez tous ça. Et enfin, sa façon dont il décrit les négociations et l'art de la négociation. Alors, est-il un diplomate? Il dit qu'il ne l'est pas. Si j'ai bien compris, son caractère peut-être nous empêche de penser qu'il était diplomate, ce qui n'est pas la même chose que de dire qu'il est un diplomate. En tout cas, c'est un négociateur. Pour conclure, je voudrais terminer sur la fabrique des mémoires, de l'oral à l'écrit. En fait, il y a un enchaînement très rapide entre l'entretien avec Anne Rasmussen, la rédaction de ses mémoires, la mise par écrit en fait, et la publication en 91. Les mémoires, donc vous avez tous compris que c'est ce livre-là. Les mémoires ont adopté le récit chronologique en 12 chapitres qui correspondent chacun à une séquence historique qui suivent de très près le fil de l'entretien avec Anne Rasmussen. On voit qu'après l'entretien, Pierre Ury a pris des notes manuscrites sur chaque cassette avec un système de rappel et de renvoi d'une cassette à l'autre en numérotant des feuillets, etc. 76 fiches pour 17 cassettes. Je donne une citation. Il dit à la fin de son entretien, lors du dernier entretien, « Aujourd'hui, nous allons avoir une interview un peu désordonnée, d'autant que je n'avais pas vraiment fait le plan de tout ce que je vous raconterai. » En fait, c'est l'inverse. C'est ce que je vous ai raconté qui va me permettre de faire mon plan. Donc, il en parle pour l'entretien de janvier 90, mais en fait, c'est la même chose pour la totalité de l'entretien. On retrouve des formulations identiques entre l'oral et l'écrit, bien cristallisées, et en fait, on observe le travail d'une mémoire et d'un discours qui se fixe entre 1988 à Florence, et puis en 89 avec le comité, et enfin en 90 pour Odile Jacob. Donc on n'est pas étonné de retrouver un style qui reste proche de l'oralité, sujet, verbe, complément, très peu de syntaxe compliquée, des familiarités qui subsistent, des interjections qui subsistent aussi. Et puis on voit le travail de la chute, et dans ses notes écrites sur les petites fiches, il met en exergue la phrase qu'il veut garder pour l'écrit en forme de chute.
chute à la fin d'un paragraphe, chute à la fin d'un chapitre. Et puis évidemment, il produit un énorme travail de condensation, de concision, d'élagage et de resserrement, puisqu'on passe de 600 pages à 318 pages. C'est de ce fait, me semble-t-il, moins effervescent, moins arborescent, moins touffu, plus contraint, moins libre, plus prudent, moins charitable et moins critique. En effet, il y a un travail d'officialisation, qui est évidemment lié à la publication, qui contraint à des coupes. Alors ça, on peut faire l'exercice de certaines anecdotes de jugements négatifs, par exemple sur les décisions de politique économique. Pleven, par exemple, il n'est pas cité dans les mémoires, mais il est dans le témoignage oral, mais aussi Rocard. Il élimine les portraits péjoratifs, sauf ceux des hommes politiques de droite, Giscard, Balladur. Il anonymise les noms, quand ça c'est risqué, y compris celui d'Annie Lacroix. Et en parallèle, il fait un petit travail de précision avec des ajouts de noms, de personnages, de lieux, par exemple. Donc, pour conclure, rien ne remplace, me semble-t-il, les entretiens oraux. Et Pierre Ury est un cas d'école pour voir la différence entre l'oral et l'écrit. Donc, je vous y encourage. Lisez les transcriptions qui ont été réalisées par Noël Ury. Et Antoine Chardin en premier. Ok, je ne connaissais pas le nom, mais voilà, hommage lui est rendu. Et si vous avez le temps, osez l'écoute des entretiens. Je vous remercie. Merci beaucoup donc, pour cette présentation qui était parfaitement dans les temps. Et du coup, on passe à Madame Primiti, qui est ancienne élève de l'école des Chartes, qui travaille depuis 1993, je crois, aux archives historiques de l'Union européenne et qui a joué donc un rôle fondamental dans l'organisation du fonds des Pierre Ury, mais aussi pour beaucoup d'autres fonds qui sont extrêmement importants pour tous les chercheurs qui travaillent dans l'histoire de l'Europe. J'ai eu un petit passage aux archives nationales. D'accord, oui. Oui. C'est comme ça aussi que j'ai déjà entendu le nom de certaines personnes qui sont aujourd'hui présentes, puisqu'à l'époque on lançait, disons, les premières enquêtes, si on peut appeler comme ça, les premières enquêtes orales. Donc aujourd'hui, je viens ici au nom des archives historiques de l'Union européenne. Donc je viens de Florence et je vous apporte les salutations non seulement de notre belle ville de Florence, mais aussi de mon directeur, Dieter Schlenker, qui n'a pu être aujourd'hui avec nous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du fonds Pierre Ury et peut-être l'insérer de manière plus vaste dans l'ensemble des collections des archives. Merci, parce qu'en plus je suis aidée au niveau du défilé des images, donc je remercie vraiment les personnes qui sont là. Et donc le fonds privé Pierre Ury se trouve depuis 1993 aux archives historiques de l'Union européenne au sein de l'Institut universitaire européen à Florence. À côté d'une abondante bibliographie, il constitue une source d'informations privilégiée car de première main pour retracer l'apport fondamental à la construction européenne de cet économiste d'abord formé à la philosophie à l'école normale supérieure. Source d'informations, convient-il de mentionner, mais aussi retour aux sources, car les documents permettent de remonter à la jeunesse communautaire dans sa double dimension idéale et institutionnelle. Au fil de sa vie, les documents de Pierre Ury couvrent de manière plus ou moins exhaustive ses premiers pas professionnels, ainsi que sa carrière comme haut fonctionnaire français puis européen. Ils nous conduisent de son passage au commissariat du plan avec Jean Monnet jusqu'à ses fonctions à la CECA, période qui comprend son rôle dans la formulation des traités de Paris et de Rome. De plus, la collection couvre ses activités d'expert économique, y compris internationales, après son départ des communautés, de même que ses militances en faveur de l'Europe et du socialisme. Elle s'avère donc propice à la compréhension d'un parcours où se conjuguent histoire personnelle et histoire publique. Sur le plan patrimonial, le fonds Pierre Ury est l'une des premières collections à intégrer les archives historiques de l'Union européenne et, cela mérite une mention, la première expatriée, si l'on peut dire, de France. À l'époque, en 1993, les archives historiques sont toutes jeunes.
En effet, elles entrent en fonction en 1986 suite à une décision des institutions des communautés européennes à l'époque, en 1983, sur l'accessibilité de leurs documents historiques, c'est-à-dire ayant atteint l'âge canonique des 30 ans. Il s'agit de répondre aux demandes de la recherche et de permettre l'histoire de la construction communautaire pour contribuer à sa connaissance, voire à son enracinement. L'exigence de transparence est également présente, destinée à acquérir une importance exponentielle avec le développement de l'Europe des citoyens qui prend alors son essor. C'est donc à l'image du pionnier Uri que ces dossiers rejoignent Florence après la conclusion d'un accord, le premier en son genre, avec les Archives nationales de France. Avec une petite avant-garde, le fonds Pierre-Uri, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, peut-être la deuxième image? Le fonds Pierre-Uri fait donc jurisprudence et souligne la nécessité du Jungteam, pour user d'un terme inhérent à l'œuvre d'Uri, entre archives officielles de provenance institutionnelle, c'est-à-dire les versements, et les archives privées, c'est-à-dire ce que l'on appelle juridiquement les dépôts. C'est en 2004 que la Commission habilite définitivement les archives historiques à la récolte d'archives privées. La perspective mémorielle de l'Union européenne, en phase avec son temps, s'élargit de ce fait en termes juridiques à la sphère privée et civile. À l'approche technique des débuts se superpose une vision plus large et plus humaine, possiblement plus véridique, à l'avantage notamment de l'historiographie. Concernant les caractéristiques matérielles du fonds Pierre-Uri, il se compose de 11 mètres linéaires de papier classés en 292 dossiers comprenant des notes, des rapports, de la correspondance et des articles. S'y ajoutent des photographies et les inestimables enregistrements effectués par le Comité d'histoire économique et financière en 89-90. L'ensemble du matériel est aujourd'hui numérisé, comme vous avez pu le voir, et disponible sur le site des archives. Cette variété, et là je voudrais, j'allais dire, vous emmener un petit peu dans une promenade où j'espère vous ne vous perdrez pas, je ferai peut-être défiler quelques documents et j'illustrerai ces documents et après je reviendrai systématiquement, j'allais dire, à l'écho qu'on peut retrouver dans le contexte Uri. Donc cette variété dans le fonds Pierre-Uri ne doit pas faire omettre que d'autres gisements d'informations relatifs à l'œuvre d'Uri se trouvent aux archives historiques et qu'il est ainsi possible de croiser les sources. On se référera notamment aux documents institutionnels de la CECA et du Conseil de ministres, ainsi qu'aux programmes variés d'histoire orale qui comprennent en particulier l'entretien réalisé par l'historien François Duchesne en 88. Il existe enfin dans les archives historiques des chemins de traverse qui permettent d'élargir le contexte et d'approfondir par touche, au miroir d'autres collections, l'histoire d'Uri. Ce sont quelques exemples que je voudrais aujourd'hui citer en partant de l'hommage d'Uri à son maître, à François Pérou, professeur d'économie, je dois tout. Donc, s'il vous plaît, là c'était le plan de classement que vous pouvez trouver sur notre site. Et maintenant, je devrais d'abord avoir du personnalisme communautaire, voilà. Donc voilà le fonds Alexandre Marc, donc je me réfère exclusivement à des collections que nous conservons à Florence aux archives historiques de l'Union européenne. Vous avez là 2 lettres. Donc très rapidement, je voudrais citer ce personnage et je reviendrai après sur la raison. Alexandre Marc est un philosophe de la vague non conformiste. On part du fonds Alexandre Marc. En 1931, ce jeune homme athée, nietzschéen et apatride, d'origine russe et juive, est le cofondateur de l'Ordre Nouveau. Ce mouvement éclectique appelle à la vraie révolution, pas celle de 1789, selon la devise spirituelle d'abord, politique et économie à son service. Ses membres refusent la montée des totalitarismes marxistes et fascistes, tout comme le capitalisme sauvage, le machinisme et le joug de la démocratie parlementaire jacobine, imposée par l'individualisme bourgeois. Face à la crise de civilisation, à la déshumanisation, l'Ordre Nouveau cherche une 3e voie. Il prêche une organisation sociopolitique girondine de type proudhonien, intégralement fédérée
par le biais de communautés vivantes. Je vous appelle à faire attention au vocabulaire qui est employé, des communautés vivantes basées sur le réel. Le patriote et communard Marc, qui ne passera à la dimension européenne qu'après-guerre, ajoute bientôt pour sa part la mystique catholique de Péguy et appelle l'humble peuple à la rescousse. Marc s'est en effet converti au contact des dominicains progressistes, dont le père Médieux, et nous allons retrouver ce nom dans l'histoire d'Uri. Parmi les correspondants de Marc figure également le fondateur d'Esprit, Emmanuel Mounier, pour qui aussi les théories communautaires font écho à la communauté spirituelle chrétienne et d'une certaine manière à l'ordre divin. Mais Mounier s'oriente vers le réformisme de Maritain, disputant alors à l'hérétique, comme il l'appelle Marc, la paternité du personnalisme et de la tactique fédératrice. C'est la parole à l'époque. Uri, alors lui, Uri est d'origine juive et athée comme Marc. Il refuse de même la morale chrétienne bourgeoise. Il rêve d'un homme nietzschéen, libre et responsable. Mais pour lui, il s'agit d'accomplir la devise égalité, liberté, fraternité d'une révolution inachevée. Durant la guerre, son sentiment d'injustice sociale le rapproche de son professeur d'économie, François Péroux. Ce spécialiste de l'économie communautaire, favorable à la révolution nationale, aspire à restaurer l'ordre dans une perspective humaniste qui s'oppose au libéralisme individualiste. Il est proche du groupe Esprit et des dominicains, notamment du fameux père Médieux qui a converti Marc. Avec eux, Uri apprend que l'économie, je cite, n'est pas séparable de la philosophie, de la sociologie et de la politique. Donc les deux documents tirés du fonds Marc sont une lettre de ce fameux père Médieux qui a eu un si grand rôle à Marc et une lettre d'Emmanuel Mounier, manuscrite à Marc, qui remonte donc à 1941. On est en pleine guerre, dans une période très difficile. Je pourrais avoir la deuxième image, s'il vous plaît. Donc, là, je vais passer au fond de la Société européenne de culture que nous venons d'inaugurer pour parler un peu du saint-simonisme. La Société européenne de culture est fondée en 1950 à Venise par Umberto Campagnolo. Face à la guerre froide, ce juriste et philosophe fédéraliste italien, passé par les Edizioni di Comunità de l'industriel humaniste Olivetti, s'engage pour la paix au moyen d'une politique de culture comme vecteur du particulier à l'universel. Péroux, qui a publié La coexistence pacifique en 1958, cite dans la lettre qu'il lui adresse ici son ouvrage Industrie et création collective, qui date de 1964 et qui est notamment consacré au saint-simonisme. Péroux est en effet un adepte, donc Péroux, rappelons, c'est quand même le grand maître de Pierre Uri. Péroux est en effet un adepte de cette pensée d'empreinte communautaire, j'emploie bien le mot communautaire, dernier feu des Lumières et première lueur du socialisme français dans la naissante ère industrielle, c'est-à-dire un humanisme positiviste prônant le partage fraternel des richesses générées par une prospérité scientifiquement orchestrée. Au lendemain de la guerre, pour revenir à Uri, il se rôde à cette philosophie à l'Institut de sciences économiques appliquées, ISEA, fondé par Péroux, et y trouve une clé du progrès auquel il aspire. Il travaille alors sur les moyens d'organiser la croissance par une politique délibérée en référence à une Grande-Bretagne keynésienne. Passé au commissariat général du plan en 1947, où Monnet assure la reconstruction de la France, il retrouve cette même dynamique et contribue à diffuser une économie concertée basée sur l'intervention-orientation de l'État dans le cadre du marché. Image suivante, s'il vous plaît. Là, c'est le fonds Étienne Hirsch, qui est toujours conservé à Florence, auprès de l'Institut universitaire européen, et c'est pour vous parler un petit peu... Et c'est pour vous parler un petit peu, à travers les photos, les reproductions de ces très beaux documents, d'une Europe pacifique. Donc cette note de travail manuscrite, rédigée en pleine guerre par l'officier et ingénieur Étienne Hirsch, envisage les possibles modalités, je cite, d'une reconfiguration de l'Europe. Elle témoigne de la réflexion
amorcée dans les forces françaises libres à Alger concernant un nouvel ordre international basé sur la collaboration des peuples. Hirsch est alors l'un des proches de Monnet, qui a expérimenté les limites d'une SDN intergouvernementale, comme il le sera après au Commissariat général du plan. Et c'est là, au plan, Curie est appelé avec Hirsch à concrétiser ce rêve d'une nouvelle Europe. En effet, par-delà la reconstruction française, Monnet et son équipe cherchent les moyens de préserver la paix en évitant les humiliations du traité de Versailles. L'ingéniosité d'Uri sera l'un des passages obligés pour bâtir l'inédite utopie. Image suivante, s'il vous plaît. Merci. Là, je voudrais vous parler très rapidement aussi à propos de ce document, du montage institutionnel de la première communauté européenne. Nous avons affaire au fonds François Lamoureux, toujours conservé dans nos murs, dans la belle Villa Salviati sur les monts au-dessus de Florence, les premières collines. François Lamoureux est le juriste du cabinet Delors, puis le spécialiste de la subsidiarité, c'est-à-dire de l'ordonnancement des pouvoirs. Là aussi, ce serait un thème intéressant à développer. Donc il sera le spécialiste de la subsidiarité à la Commission européenne. Encore étudiant, il reçoit ici les compliments du professeur de droit international Paul Reuter, je ne sais pas comment vous dites. Celui-ci, rejoignant naguère la réflexion de Vichy sur le nécessaire renouveau, s'est inspiré de la cité chrétienne pour décrire une France communauté de communautés. Au printemps 50, Monnet recourt à lui pour assurer les fondements juridiques de son pacte novateur, tandis que le nom symboliquement fusionnel de communauté européenne semble proposé par Monnet ou Hirsch, Reuter conçoit la haute autorité supranationale placée, et là je cite un titre fameux, au-dessus de la mêlée. Pour revenir à Uri, pour parfaire l'ordre nouveau, l'économiste Uri introduit quant à lui la notion de marché commun, répondant, je cite, dans l'intérêt général, à une forte organisation et à une finalité libérale à la fois. C'est Monnet qui parle ainsi. L'endorsement politique démocrate-chrétien du projet CK conduit ainsi à la déclaration Schuman permettant qu'une foi syncrétique devienne loi et entraînant le dépassement de toute frontière. Alliant idéal et concret, elle exalte, et je cite là aussi, la contribution qu'une Europe organisée et vivante, c'est tout le langage aussi des années 30, peut apporter à la civilisation. Et là aussi, le mot civilisation est très important dans le contexte des années 30, faisant écho aux diverses aspirations communautaires. Image suivante, s'il vous plaît. Pour le fonds Nicola Di Gioia, là je voudrais juste mentionner les traités de Rome, et j'ai mis comme titre d'une danse contre la décadence, puisque là aussi la décadence est un mot absolument typique de la pensée des années 30. Donc la première image que vous voyez, c'est une image qui fait partie d'une collection d'affiches léguée par un ancien fonctionnaire de la Commission européenne. L'illustration représente, entre réalité et imaginaire, la mise en place de 2 communautés européennes supplémentaires, la CE et l'Euratom, suite au traité de Rome en 1957. Ce développement institutionnel, selon la méthode Monnet, marque un pas supplémentaire dans l'intégration progressive des solidarités de fait en vue de la fédération européenne indispensable à la préservation de la paix, telle qu'énoncée dans la déclaration Schuman. Dans l'Humaine Ronde transparaît le ferment d'une communauté plus large et plus profonde, également évoquée par la déclaration Schuman. Uri, bien en 1955, Uri joue de nouveau le rôle de grand horloger communautaire. Sollicité par Monnet, il jette les bases des traités de Rome qui répondent une fois encore à son exigence d'efficacité et équité. Le marché commun libéral renforce la concurrence, mais la création de contrepoids établit une forme de liberté organisée. La CE se projette en outre à l'échelle du monde, notamment par son ouverture sur les territoires associés. Et là, je me suis permis, parce que ça m'a semblé particulièrement intéressant et même touchant, de vous mettre la reproduction d'une lettre que nous conservons à Florence, qui est une lettre de Léopold Sédar Senghor. Et je voulais vous dire, citons en regard la perception globale de l'Europe, si l'on peut dire l'Europe à Anschauung, de ce grand lettré, et cela marque un peu les déchirements de l'époque, surtout dans les anciennes colonies africaines, puisque nous sommes en juin 60, à la veille de l'indépendance du Sénégal.
Et Senghor dit « Nous n'avons pas une attitude négative à l'égard de l'Europe, tout au contraire, et notre but est d'user des valeurs culturelles européennes pour travailler à la renaissance de la civilisation négro-africaine. » Je voudrais ensuite l'image qui vient du Collège international de formation européenne, pour juste mentionner la réflexion transatlantique et mondialiste, sans entrer dans les détails. Le Collège international de formation européenne est fondé en 1954 par le fameux philosophe Marx, que j'ai cité au tout début, après sa conversion à la dimension européenne pour préparer les militants fédéralistes. Uri est coopté dans son comité directeur comme trésorier général. Cette lettre de Marx révèle qu'Uri entre à l'Institut Atlantique par son intermédiaire. Tous deux espèrent ainsi saisir les opportunités du partenariat transatlantique kennedien. Leur conception communautaire diffère toutefois, car il existe des fédéralismes comme il existe des personnalismes. Marx, animé d'un socialisme libertaire, prêche un fédéralisme socio-économique intégral, peu enclin à la République une et indivisible. Uri, également socialiste, se situe dans la police et son combat fédéraliste vise en priorité la structuration d'une Europe institutionnelle dite hamiltonienne conduisant aux États-Unis d'Europe. Je voulais juste dire sur Uri, donc au sein du think tank, se mondialisent, les vues d'Uri se mondialisent à l'image de l'évolution économique. L'exigence de justice sociale impose notamment aux nations les plus avancées, selon lui, d'instaurer une politique en faveur des pays en voie de développement. Favorable à l'affirmation de grands ensembles régionaux, Uri s'inscrit à cet égard aussi dans le sillage de son maître Pérou, qui prône dans son ouvrage « L'Europe sans rivage » en 1954 et un nouvel ordre économique mondial opposé aux impérialismes jacobins. Pérou, militant alors pour un fédéralisme mondial, s'avère alors, c'est Henri Bartoli, un grand économiste qui le nommera ainsi, un précurseur de l'intermondialisme. Je ne sais pas, j'espère arriver à peu près dans les temps. Il y a encore l'image d'Henri Cartan. Je voulais simplement vous dire que Henri Cartan s'implique dans la création du Rassemblement de l'Europe fédérale et comme le montre cette lettre, il trouve le soutien du diplomate Stéphane Hessel. L'engagement européen de ce réformiste n'est pas neuf. Dans les années 60, comme directeur au ministère de l'Éducation nationale, il a favorisé le renforcement du collège européen créé par Marx et rejoint par Uri. Et la figure indignée d'Hessel permet également d'évoquer son opposition à De Gaulle, partisan d'un État fort et d'une Europe intergouvernementale, opposition qu'il partage avec Uri. Hessel fonde en effet le club Jean Moulin, auquel adhère l'économiste. Je laisse tomber, cela paraît paradoxal, mais vu que je suis pressée, le rôle d'Uri qui lui-même va appeler à un sursaut civique en adhérant au club Jean Moulin et puis finalement à la FGDS de Mitterrand, tous deux en quête d'une troisième voie. Et on peut signaler d'ailleurs que Delors aussi fait partie de ce club et que c'est lui qui introduira la thématique de nouvelles sociétés dans le projet pompidolien. Finalement, s'il vous plaît, j'ai aussi une image du fonds Delors pour évoquer l'héritage personnaliste qui persiste. Là, nous avons un message de Jacques Delors aux journées d'études sur Emmanuel Mounier, on ne peut pas trouver plus parlant. Donc, la présidence du socialiste Delors à la Commission européenne marque la relance de la construction communautaire. En 1986, avec le marché unique, sont désormais concernées les marchandises, mais aussi les capitaux, les services et les personnes. Jacques Delors, adepte du personnalisme communautaire de Mounier, sait l'importance du facteur humain. C'est pourquoi, si la gauche libérale favorise une compétition croissante face à un marché globalisé qu'elle choisit d'apprivoiser, elle cherche toujours et encore à la conjuguer avec une régulation solidaire qui exalte un modèle social et civil européen. Et avec le traité de Maastricht qui substitue l'Union européenne aux communautés européennes, l'équipe Delors tentera d'ailleurs de dépasser l'héritage fonctionnaliste de Monnet et d'introduire officiellement la dimension politique. Pour revenir à Uri, ironie du sort, Delors est l'homme qui lui souffle la rue de Rivoli lors de la victoire présidentielle de Mitterrand en 1981. Delors, le catholique social-démocrate de la deuxième gauche, double en effet Uri, qui fait pourtant figure de ministre de l'économie dans le contre-gouvernement. Dernière image, celle d'un document tiré du fonds Pascal Lamy,
Et pour vous dire que Pascal Lamy, comme vous le savez mieux que moi, est le disciple de Jacques Delors et le suit à Bruxelles. Lui aussi est animé d'une volonté nietzschéenne de maîtrise sociale du marché. Il est un adepte de la prospective et se déclare keynésien, mais encore plus saint-simonien. Il se fie donc à l'industrie humaine pratiquée en conscience pour améliorer le sort commun et reprend le flambeau de la régulation contre le capitalisme sauvage. Au tournant du millénaire, il s'efforce d'orienter l'Union vers un véritable saut politique, lui permettant d'assumer ses responsabilités au sein d'une gouvernance mondiale. Et face à la dialectique globalisation-atomisation, à la Babel culturelle, Lamy cherche pourtant à tort ou à raison un référentiel universel de l'humain pour définir une communauté de valeurs. On revient toujours sur les mêmes archétypes et dessiner une Pangée virtuelle. Il s'intéresse particulièrement à l'anthropolitique du sociologue Edgar Morin, qui est lui aussi un penseur de la crise, athée radical, chantre de la communauté du destin terrestre et du retour de l'homme au centre de la civilisation. Ce sont toujours les mêmes impératifs que l'on retrouve entre ces différents personnages, conjugués sur des modes différents et actualisés. Et d'ailleurs, dans cette lettre, Edgar Morin écrit à Marc, que l'on retrouve, qu'il est peut-être personnaliste sans en porter le nom. Je cite. Pour revenir à Uri, il a déjà contribué dès les années 60, comme nous l'avons dit, à replacer le discours de la construction européenne au sein de la tectonique économique et financière mondiale, en vue notamment d'un développement équitable. C'est sur ça que je voudrais pratiquement finir. Ce que je voulais dire, c'est que, n'est-ce pas, de manière plus large, de manière assez large, l'entrecroisement de mots et de personnes qui frappent d'un document à l'autre. N'y aurait-il pas, outre les différences, une sorte de fil conducteur entre les projets qui se veulent au fond de civilisation des duos Monet-Uri et de Delors-Lamy? Il s'agit dans les deux cas de fonctionnaires militants imprégnés d'une culture planificatrice à la française et d'un progressisme universalisant, de partisans d'une Europe pacifique et régulée, ouverte au monde et forte de ses valeurs, de bâtisseurs qui tentent de se projeter vers une modernité illuminée mais recentrée sous l'influence des théories communautaires sur l'homme dans sa dimension solidaire plutôt que sur la masse ou l'individu. Tentant de mettre d'accord Voltaire et Rousseau, leur sémantique métamorphose au fil de l'histoire, l'ordre nouveau en nouvel ordre, l'antijacobinisme en subsidiarité, les cercles de vie en société civile, la personne en citoyen, la foi en vision, l'esprit communautaire en choix collectif, l'œcuménisme en diversité, la morale en éthique ou en valeur. Derrière cette évolution, une certaine lignée culturelle bien française et éminemment politique ne se profile-t-elle pas dans la construction européenne et sa vision du monde, contribuant au fameux paradigme social-démocrate ou démocratique ancré à l'économie sociale de marché? Voilà. Je laisse. Présentation qui nous a permis de voir vraiment la richesse des échanges du fonds de Pierre-Oli et de son fonds avec tous les autres fonds que vous avez eu l'occasion de travailler et qui sont disponibles aux archives européennes.